Voici 5 fois où les Simpsons ont été traumatisés. Halloween d'horreur. L'épisode commence quand, la veille d'Halloween, les Simpsons décorent leur maison pour la transformer en attraction d'horreur. L'ambiance est joviale et festive, mais Homer, toujours aussi maladroit, provoque un petit désastre en faisant accidentellement fondre plusieurs squelettes en plastique en les plaçant trop près d'une lampe chauffante, ruinant l'un des éléments phares de leur installation. Pour réparer son erreur, Homer décide de se rendre dans une boutique éphémère spécialisée dans les décorations d'Halloween. En voiture avec les enfants, il passe devant une grande affiche faisant la promotion de la nuit d'horreur d'Halloween à Krustyland. Lisa se souvient qu'elle a enfin l'âge requis pour assister à cette attraction terrifiante. L'excitation la gagne, elle veut absolument y aller cette année. Une fois dans la boutique, Homer cherche des décorations de substitution, tandis qu'Apu, le gérant temporaire du magasin, se dispute avec 3 employés, qu'il découvre en train de dormir au lieu de travailler. Pendant ce temps, Homer tombe sur 4 squelettes mexicains. L'un des employés propose à Homer une offre exceptionnelle sur les décorations. Pour l'achat d'un squelette mexicain grandeur nature en liquide, 3 autres sont offerts gratuitement. Il ne faut juste pas le dire à Apu. Homer accepte l'offre, ravi par la bonne affaire, mais ne peut s'empêcher de rapporter l'indiscipline des employés à Apu. Résultat, les 3 employés sont licenciés, et furieux d'avoir été trahis, ils jurent de se venger d'Homer. Plus tard, Homer emmène Bart et Lisa à la nuit d'horreur d'Halloween à Krustyland. L'événement est bondé, rempli de visiteurs déguisés et de monstres criants à chaque coin de rue. Si Bart s'amuse énormément, Lisa est terrifiée par les zombies. Malgré les assurances de Homer qui lui répète que ce n'est pas si effrayant, Lisa est de plus en plus nerveuse, entourée de zombies, de clowns tueurs et d'autres horreurs animées. La panique la gagne totalement lorsqu'elle se retrouve séparée de Homer au milieu d'une horde de monstres. Elle hurle, paralysée par la peur. Il faut arrêter tout l'événement pour la retrouver et la calmer. La musique cesse, les lumières s'allument et les employés doivent enlever leurs masques pour qu'elle voie qu'il s'agit de simples gens déguisés. Cet incident met brutalement fin à l'attraction, provoquant la gêne d'Homer et la consternation des autres visiteurs. Le lendemain à l'école, Lisa est encore profondément marquée par l'expérience. Elle développe une phobie nouvelle, la peur d'Halloween dans son ensemble. Dès qu'elle voit des décorations, même les plus inoffensives, elle panique. Prise d'angoisse dans les couloirs, elle s'enferme à l'intérieur d'un casier pour fuir les stimuli. Il faut l'intervention de Marge pour la sortir de là. À la maison, Marge, inquiète, décide que l'ambiance d'horreur ne convient plus cette année. Elle demande à Homer de tout annuler pour ménager Lisa. Homer et Bart sont abattus par cette décision, mais Marge insiste, priorisant la santé mentale de Lisa. Le soir d'Halloween, Marge emmène Bart et Maggie à une fête de quartier censée remplacer la tournée de bonbons. C'est une sorte de fête de pâté de maison avec musique et animation. Mais une fois sur place, elle apprend que la fête est exclusivement réservée aux résidents du pâté. Exclue, la petite troupe doit rebrousser chemin. Pendant ce temps, Homer reste à la maison avec Lisa, tentant maladroitement de recréer un environnement rassurant pour elle. Il essaie de lui parler, de jouer à des jeux calmes, mais elle reste tendue et sur ses gardes. C'est alors que les 3 anciens employés de la boutique, ceux qu'Homer a fait virer, mettent leur plan à exécution. Déguisés et masqués, ils pénètrent dans la maison des Simpsons, bien décidés à se venger. Alerté par des bruits suspects, Homer verrouille précipitamment les portes et fenêtres. Mais il est déjà trop tard, les intrus sont à l'intérieur. Coincé dans sa propre maison, avec Lisa vulnérable à ses côtés, Homer doit improviser pour les protéger tous les deux. Dehors, Marge, Bart et Maggie tentent de sauver la soirée en reprenant la tournée des bonbons. Mais il est trop tard. La plupart des maisons ont déjà éteint leur lumière. Et les adultes ont commencé à sortir en tenue suggestive pour les fêtes d'adultes. L'atmosphère devient inappropriée pour les enfants. Marge décide alors de rentrer. Chez les Simpsons, Homer, voyant que la maison n'est plus sûre, décide de fuir avec Lisa pour chercher refuge chez les Flanders. Il guide sa fille vers la sortie, mais elle refuse de partir sans son doudou réconfortant. Elle retourne le chercher, mettant sa sécurité en danger. Homer n'a d'autre choix que de la suivre. Les deux tombent nez à nez avec les 3 intrus déguisés. Homer prend Lisa par la main et s'enfuit avec elle dans les escaliers, montant jusqu'au grenier. Une fois barricadés, ils sont en sécurité temporairement. Lisa est en état de panique avancée. Homer, qui tente de rester fort pour elle, finit par lui avouer qu'il est lui aussi terrifié. Mais il lui apprend une chose importante. Même si on a peur, il ne faut pas laisser cette peur bloquer notre pensée. Il l'encourage à utiliser sa tête, à réfléchir, à chercher une solution. Lisa retrouve peu à peu son calme. Ensemble, ils trouvent une idée. Utiliser les décorations restantes pour signaler leur détresse à l'extérieur. Malheureusement, ils activent par erreur les Señor Skeletinos, les squelettes mexicains animés qu'Homer avait achetés. Les automates bruyants trahissent leur position auprès des assaillants. Le duo est de nouveau obligé de fuir, mais la situation devient critique. Dans un ultime effort, Homer grimpe sur le toit avec un feu d'artifice, dans l'espoir de le déclencher pour alerter le voisinage. Mais les allumettes qu'il emporte sont soufflées par le vent, l'empêchant d'allumer la mèche. Désemparé, il ne sait plus quoi faire. C'est alors que Lisa, dans un geste de bravoure symbolique, décide de sacrifier son précieux doudou. Elle sait qu'il est inflammable. Elle le donne à son père pour l'utiliser comme allume-feu. Homer l'enflamme et parvient à lancer le feu d'artifice. Le ciel s'illumine. Le bruit attire l'attention des voisins, qui
qui sortent de chez eux. Rapidement, les autorités sont alertées. La police arrive à la maison et arrête les 3 envahisseurs, mettant fin à leurs menaces. Homer et Lisa sont sains et saufs. Marge et Bart, rentrant à la maison, découvrent que les décorations sont de nouveau en place. Lisa, dans un costume de Frida Kahlo, surgit pour leur faire peur. Marge sursaute, mais Bart est ravi. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Une portée qui rapporte. L'épisode commence quand Bart regarde le journal télévisé animé par Ken Brockman. Des passants enthousiastes agitent des pancartes derrière la vitre pour saluer leurs proches. Kent annonce qu'un rhinocéros de 2 tonnes, nommé Pétunia, récemment échappé du zoo, a été maîtrisé et enfermé à nouveau. Cependant, à mesure qu'il lit la suite de son bulletin, la panique gagne la foule visible à travers la vitre. Le rhinocéros est revenu et fonce sur eux. Pendant ce temps, Marge entre dans le salon, visiblement énervée, tenant un vase brisé. Lisa l'imite, furieuse que son bulletin scolaire ait été déchiré. Homer, à son tour, accuse quelqu'un d'avoir balancé des ordures chez Ned Flanders, une action qu'il réserve d'ordinaire à ses propres moments d'irresponsabilité. Tous soupçonnent Bart, mais celui-ci nie. Il affirme que les actes de destruction évoqués ne correspondent pas à son comportement protestataire habituel. Dans le fond, Petit Papa Noël, le lévrier de la famille, se montre anormalement actif. Quand le chien déchire la chemise d'Homer d'un coup de patte, ce dernier comprend enfin que Bart n'est probablement pas le coupable. Dans le jardin, Bart et Lisa tentent de jouer avec Petit Papa Noël à l'aide d'une balle. D'abord dans l'euphorie, ils sont vite épuisés, alors que le chien, lui, semble infatigable. Le lendemain matin, Marge remarque depuis la fenêtre que le chien s'est mis à creuser frénétiquement pendant la nuit, bien plus que d'habitude. Toute la famille observe alors le jardin dévasté, criblé de trous. En s'approchant, chacun découvre que Petit Papa Noël y a enterré divers objets personnels. Ils comprennent alors que le coupable de tous les incidents domestiques récents n'est autre que le chien. L'instant suivant, il surgit d'un trou, tenant dans sa gueule un câble de télévision, puis détale dans la rue, arrachant le câble de toutes les maisons du quartier au passage. Face à cette escalade de troubles, la famille décide d'amener le chien chez un vendeur d'animalerie. Le commerçant tente alors une fusion spirituelle chien-homme, affirmant être doté d'un rare pouvoir mystique. Il mime un rituel, lit prétendument dans les pensées du chien et conclut que ce dernier est en mal de stimulation, rêve de luxe canin et a besoin d'un collier de dressage électrique à 200 volts. Convaincus, les Simpsons repartent avec la voiture remplie de gadgets pour chiens. Mais Petit Papa Noël s'échappe par la fenêtre ouverte et chute lourdement sur la route. Bart le repère. Le chien court vers l'hippodrome de course de Lévrier, là où il l'avait adopté. À l'hippodrome, Marge suggère qu'ils se séparent pour mieux retrouver le chien, mais Homer est déjà au guichet, prêt à miser sur une chienne nommée « Elle est la plus rapide ». La course commence et « Elle est la plus rapide » prend immédiatement la tête. Mais à la surprise générale, Petit Papa Noël surgit sur la piste en pleine course, dépasse tous les concurrents et monte sur la chienne qu'Homer soutenait pour s'accoupler, tout en courant. L'instant devient gênant pour les spectateurs et provoque la fin prématurée de la course, plongeant la foule dans la consternation. Le propriétaire de la chienne confirme l'accouplement, expliquant que désormais, elle ne pourra plus courir. Elle est donc à eux, puisqu'elle a perdu tout esprit de compétition. De retour chez les Simpsons, Petit Papa Noël et sa compagne vivent un bonheur insouciant. Ils errent ensemble dans la ville, recevant steaks et morceaux de viande des commerçants attendris, s'affichant au parc, ou encore mimant des scènes célèbres comme celle de la Belle et le Clochard. Un jour, alors que les Simpsons sont à table, Bart remarque que Petit Papa Noël refuse de jouer avec lui. Soudain, Bart réalise que la chienne donne naissance. L'accouchement semble interminable. On les compte un à un, jusqu'à 25 chiots. Bart, fasciné, s'exclame que plus aucun de ses ennemis n'osera le toucher grâce à cette armée de clébards. Bart tente aussitôt d'intimider Jimbo, un de ses tyrans habituels, en l'attaquant verbalement. Mais quand il ordonne aux chiots de le défendre, ceux-ci sont trop jeunes pour marcher correctement. Bart se retrouve seul face à Jimbo, qui lui administre une correction. À la maison, les Simpsons doivent maintenant gérer les conséquences de cette joyeuse invasion. Rapidement, les inconvénients s'accumulent. Bart ne trouve plus de chaussettes entières. Les chiots les dévorent. Des chiens s'incrustent dans les tiroirs. Homer ne peut plus manger une seule chips sans qu'un chiot ne la lui vole dans la main. L'odeur devient insoutenable, la maison étant recouverte de journaux souillés, que Homer recouvre simplement d'autres feuilles au lieu de les changer. Lors d'un repas familial, Marge soulève enfin la question. Ils ne peuvent pas garder tous ces chiens. Bart et Lisa protestent. Lisa accuse ses parents de traiter les chiots comme des objets qu'on jette dès qu'ils deviennent encombrants. La situation devient incontrôlable. Devant la maison, Homer tente alors de donner les chiots, installés dans une boîte sous un panneau « Chiots gratuits » ou « Meilleure offre ». Mais lorsqu'un Flanders, un Skinner ou Abraham essaie d'en prendre un, les chiots restants se mettent à aboyer, refusant d'être séparés. Marge se demande alors qui aurait un cœur assez grand pour s'occuper de 25 chiots. Burns, bien sûr, surgit à cet instant, visiblement ravi de leur situation. Il exprime son enthousiasme à l'idée d'accueillir les chiens sur ces vastes terres. Lisa, inquiète,
demande à Marge de ne pas les lui confier. Marge hésite, puis refuse poliment. Burns accepte étonnamment bien ce refus, mais Homer trouve cette réaction suspecte. Et à juste titre. À peine les Simpsons tournent-ils le dos que Burns commence à voler les chiots un à un, aidé de Smithers. La scène suivante s'ouvre sur la maison des Simpsons, où la police enquête sur la disparition des chiens. Le chef Wiggum est présent dans la cuisine, mais au lieu de se consacrer sérieusement à l'affaire, il fouille les tiroirs tout en grignotant un donut. Bart et Lisa, refusant de se reposer sur Wiggum, prennent l'initiative. Ils attachent Petit Papa Noël et Elle est la plus rapide à des laisses, les considérant comme les mieux placés pour retrouver leur petit. En pleine expédition, Marge les interrompt brièvement en déposant des gamelles de nourriture sur la terrasse, provoquant un demi-tour immédiat des deux chiens. Bart et Lisa, toujours attachés à eux, sont traînés brutalement jusqu'à la maison. Wiggum, impassible, les informe que leurs lévriers ne seront probablement jamais retrouvés, mais que Burns vient d'acheter 25 chiots la veille au soir. Cette révélation allume aussitôt une étincelle de méfiance dans les yeux des enfants. Déterminés à faire la lumière sur cette étrange affaire, Bart et Lisa se rendent en cachette au manoir de Burns, à la nuit tombée. Une fois sur place, ils entendent des aboiements provenant de l'étage, et escaladent le lierre de la façade pour jeter un œil par la fenêtre. À leur grande surprise, la scène qu'ils découvrent semble inoffensive. Monsieur Burns est dans une salle de bain luxueuse, en train de donner un bain aux 25 chiots. Même Smithers, son fidèle assistant, participe à cette séance de toilettage. Pour Lisa, c'est un retournement de situation. Burns, si cruel d'ordinaire, semble ici sincèrement attendri par les chiots. Mais quelques instants plus tard, la vérité éclate dans toute son horreur. Les deux enfants observent discrètement ce qui se passe dans la pièce voisine. Là, Burns s'adresse à Smithers avec gravité. Il ouvre une énorme penderie et commence à chanter une chanson glaçante en anglais. « Admirez mon gilet ». La chanson atteint son apogée quand il montre un tableau représentant plusieurs chiots suivi d'un signe égal, puis d'un dessin de smoking. Il se tourne alors vers Smithers et ordonne « Alors préparez les chiots ». Lisa, horrifiée par ce qu'elle vient de voir, réalise que Burns n'est pas attendri. Il prépare un acte cruel. Bart, lui, semble distraitement absorbé par la chanson entraînante, chantonnant l'air avec insouciance. Dans la chambre, Burns prend un chiot dans ses bras, celui qui, quelques minutes plus tôt, s'était mis debout sur ses pattes arrière. Il le trouve particulièrement attendrissant et le surnomme Petit Smithers, car il lui rappelle l'attitude flatteuse de son assistant. Il décide de garder ce chiot pour lui, épargné du massacre. Il embrasse tendrement l'animal, puis ordonne à Smithers de préparer l'abattage des 24 autres. Bart et Lisa comprennent qu'ils doivent agir rapidement. Ils ouvrent discrètement la fenêtre de la salle de bain et tentent d'appeler les chiots pour qu'ils s'échappent. Mais les chiens aboient bruyamment, risquant de trahir leur présence. Lisa les fait taire, puis repère une solution, le vide-linge. En urgence, elle l'ouvre pour que les chiens s'y engouffrent, mais au moment où le dernier chien saute dans le vide-linge, la porte de la chambre s'ouvre lentement. Burns et Smithers entrent juste à temps pour voir les chiots disparaître dans le conduit. Les enfants et les chiots glissent dans un long conduit avant d'atterrir dans la cave du manoir, où leur chute est amortie par des linges. Mais lorsqu'ils se relèvent, Burns et Smithers leur bloquent déjà le passage. Le milliardaire, implacable, exige qu'on lui rende les chiens. Lisa proteste, ils ont été volés à leur famille. Burns, sarcastique, tente alors un téléphone à Lisa et lui dit d'appeler quelqu'un à qui ça importe. Lorsqu'elle commence à composer le numéro de la police, il lui arrache violemment l'appareil des mains. Alors que la situation semble désespérée, Bart trouve un stratagème. Il place le chiot que Burns tenait, Petit Smithers, parmi les autres, brouillant ainsi l'identité du chien. Furieux, il déclare alors qu'il devra tous les tuer. Il sort un revolver et le pointe en direction des chiens. Bart et Lisa le supplient d'arrêter. Burns, prêt à tirer, s'interrompt brusquement. Il regarde à nouveau les 25 chiots debout, tous aussi mignons, tous aussi attendrissants. Il baisse lentement son arme, touché. Puis, dans un ultime élan de menace, il pointe l'arme vers Bart et Lisa. Ceux-ci sont pétrifiés. Mais encore une fois, il renonce. Regardez-vous, debout sur vos pattes arrière, comme deux petits Smithers obéissants. Ils n'arrivent pas à les haïr. Lisa, soulagée, en profite pour lui faire la morale. Tuer des animaux pour leur fourrure est une abomination. Burns, d'abord attendri, jure de ne plus jamais porter de vêtements faits à partir d'animaux. L'épisode se conclut à l'hippodrome, où Burns est honoré pour les performances exceptionnelles de ses nouveaux chiens. Tous les 25 chiots sont devenus des champions de course. Devant une foule enthousiaste, un commentateur annonce que les chiens lui ont rapporté plus de 10 millions de dollars. Une chaise pour deux. L'épisode commence quand Homer entre dans le bar de Moe, tout excité à l'idée du cadeau qu'il a commandé pour l'anniversaire de Marge. Un bassin pour Coy. Plus tard, Homer bande les yeux de Marge et l'emmène dans le jardin pour lui faire découvrir sa surprise. En retirant le bandeau, elle découvre le bassin pour Coy et touchée, l'embrasse. Marge s'installe alors sur un banc près du bassin, émerveillée par ce lieu propice à la rêverie. Mais rapidement, la tranquillité est rompue par un cri strident. Une chenille rouge posée sur un nénuphar
hurle de manière aiguë. Quand Homer tente d'écraser l'insecte pour mettre fin à ses souffrances, un homme de la SPA surgit de derrière un arbre. Il l'interrompt immédiatement, expliquant que cette chenille appartient à une espèce protégée. En vertu de la loi fédérale sur les animaux de 1999, Homer est désormais responsable du bien-être de la chenille. L'homme lui remet une brochure expliquant les besoins spécifiques de cette créature. Homer essaie de se défiler, mais comprend vite qu'il n'a pas le choix. La nuit venue, un babyphone est installé entre la chambre d'Homer et Marge et le bassin pour surveiller la chenille. Comme prévu, l'insecte se met à hurler, réveillant le couple. Marge, fatiguée, se lève pour la calmer. En guise de remerciement, la chenille vomit sur le dos de Marge. Mais Homer commence à en avoir assez. Une nuit, alors qu'il lit une histoire à la chenille, il referme brusquement le livre, l'écrasant par mégarde. Pris de panique, il envisage de dissimuler l'incident. Sa mauvaise conscience l'incite à enterrer rapidement la chenille, tandis que sa bonne conscience veut prévenir les autorités. Homer finit par enterrer la bête en cachette, mais il est surpris par un hélicoptère de la SPA qui débarque aussitôt. L'homme de la SPA demande des explications à Homer qui prétend que la chenille dort. Soudain, la chenille, que Homer n'avait qu'assommée, hurle à nouveau. Sauvé de justesse, Homer pousse un soupir de soulagement. Néanmoins, Homer est traduit en justice pour tentative d'insecticide et maltraitance psychologique. Le juge Snyder le condamne à 200 heures de travaux d'intérêt général. Homer commence alors une mission de livraison de repas à domicile pour personnes âgées. C'est ainsi qu'il fait la connaissance de Madame Bellamy, une vieille femme riche habitant un manoir sinistre. Lors de leur première rencontre, Homer, effrayé par l'ambiance lugubre et la hache qu'elle tient, se réfugie dans un placard. Il y trouve un squelette, ce qui le panique davantage. Madame Bellamy finit par le rassurer, tout cela n'était qu'un déguisement d'Halloween et la hache ne servait qu'à couper la viande. Au fil des visites, Homer se prend d'affection pour la vieille dame. Elle l'invite à partager ses repas et lui confie de petites tâches. Charmée par sa force et sa gentillesse, elle lui demande s'il peut revenir l'aider. Homer, flatté, accepte. Mais Marge s'inquiète. Homer passe de plus en plus de temps chez cette femme, au détriment de sa propre famille. Elle décide donc de se rendre elle-même au manoir pour exprimer son mécontentement. Bellamy, en larmes, évoque des souvenirs de son défunt mari et manipule Marge avec succès, qui accepte de l'aider à repriser des chaussettes. Très vite, Marge se retrouve, comme Homer, exploitée par Madame Bellamy. Tous deux endossent alors le rôle de domestique pour elle et ses amis, servant du champagne et des médicaments enroulés dans du bacon à un groupe de vieilles femmes sarcastiques. L'ambiance devient pesante et Marge exprime son ras-le-bol. Soudain, un cri retentit dans la pièce voisine. Homer et Marge accourent et découvrent Bellamy allongée par terre. Elle murmure qu'un homme avec un appareil dentaire a tenté de voler son collier. En essayant de l'aider à se relever, Homer découvre qu'elle a une paire de ciseaux plantés dans le dos. Bellamy meurt sur place. La police intervient. Le chef Wiggum interroge Homer et Marge, qui affirment que le meurtrier portait un appareil dentaire. Lou trouve un testament modifié qui lègue 50 000 $ aux Simpsons. Cela suffit à faire d'eux les principaux suspects. Malgré leurs protestations, la rumeur se répand à Springfield et les médias s'en mêlent. Homer et Marge sont alors traités comme des meurtriers. Au bar de mots, Homer fait peur à tout le monde par ses plaisanteries macabres. À l'église, même le révérend Lovejoy modifie son sermon sous la menace implicite d'Homer. Un circuit touristique s'arrête devant leur maison, qualifiée de résidence du démon. La pression monte. La police perquisitionne leur domicile, et le collier de Bellamy est retrouvé dans les mains de Maggie. Homer et Marge sont arrêtés. Au commissariat, Bart, Lisa et Maggie sont placés dans une famille d'accueil très spéciale, celle de Cletus et Brandine. Le procès débute, et malgré les faibles tentatives de défense de leur avocat Jill, Homer et Marge sont déclarés coupables. Le juge Snyder les condamne à la peine de mort sur la chaise électrique. Dans leur cellule, Homer et Marge, désespérés, discutent de leur situation. Homer, toujours positif, engloutit un festin gargantuesque comme dernier repas. Marge, elle, pleure à l'idée de tout ce qu'ils vont rater. Leurs enfants, leurs petits-enfants, les années de vie commune. Touché, Homer décide de prendre les choses en main. Il va voir le directeur de la prison et avoue être le seul coupable, innocentant Marge. Le lendemain, Marge est libérée, tandis qu'Homer est conduit à la chaise électrique. Homer, attaché sur la chaise, fait ses adieux à Marge. Au moment où le levier est abaissé, une surprise l'attend. La cage se lève, des ballons tombent, un rideau s'ouvre et une banderole s'affiche « Vous êtes sur Coup monté ». Tout était une émission de télé-réalité. Le présentateur révèle que tout a été mis en scène pour les besoins d'une émission intitulée Coup monté. L'homme à l'appareil dentaire, le juge, même Madame Bellamy étaient des comédiens. Bellamy enlève son déguisement et se révèle être Carmen Electra. Le public est sous le choc, mais certains, comme Wiggum, sont flattés d'avoir participé à une émission de télévision. Les Simpsons retrouvent leur liberté et leur famille sous les rires et les caméras. Homer, soulagé mais furieux d'avoir été manipulé, s'énerve contre Carmen Electra, mais continue de la regarder d'un peu trop près. Portée disparue.
L'épisode commence quand Tahiti Bob, vêtu d'une tenue orange de prisonnier, ramasse des ordures le long d'une route avec d'autres détenus dans le cadre d'un service communautaire. Alors que le groupe finit de nettoyer un segment de route, une voiture de location conduite par la famille Simpson surgit à vive allure. Dans un dérapage incontrôlé, la voiture passe directement sur la zone fraîchement nettoyée, projetant les ordures et éclaboussant les prisonniers de déchets. Une fois la voiture arrêtée, Homer, hilar, descend du véhicule accompagné de sa famille. Il n'a aucune idée de la gêne causée. Il ne reste que quelques minutes avant la fin du temps de location du véhicule, et Homer veut en profiter jusqu'au dernier instant. Il décide donc d'emmener Bart pour une dernière activité père-fils improvisée, aller jouer dans la nature. Pendant ce moment de détente, Bart mentionne soudainement qu'il doit aller aux toilettes. Ne voyant aucun établissement à proximité, il s'éloigne un peu dans la forêt pour uriner. En s'enfonçant entre les arbres, Bart s'aventure trop loin et, sans le voir, marche sur une trappe dissimulée dans le sol. Il tombe lourdement à travers un puits ou un conduit métallique et atterrit dans un lieu souterrain sombre, silencieux et inconnu. Il se relève péniblement et découvre qu'il se trouve dans ce qui ressemble à un ancien bunker militaire. Dérouté, Bart explore les lieux. Il se rend rapidement compte qu'il est complètement piégé. Il trouve une échelle en métal fixée à la paroi, mais celle-ci se brise lorsqu'il tente de l'escalader. Chaque tentative de fuite est un échec, et le bunker semble isolé de tout contact avec l'extérieur. Dehors, Milhouse se rend compte de la disparition de Bart. Il marche dans les bois à sa recherche et finit par tomber sur la trappe ouverte. Il regarde à l'intérieur et aperçoit Bart au fond du trou. Bart l'appelle à l'aide, mais Milhouse est trop maladroit ou trop effrayé pour agir efficacement. Il panique, tente de trouver de l'aide, mais n'a pas la présence d'esprit de prévenir immédiatement un adulte ou la police. Pendant ce temps, la disparition de Bart sème l'inquiétude. Marge, Lisa et Maggie s'alarment rapidement. La police de Springfield est alertée et l'affaire prend une ampleur significative. Le chef Wiggum, accompagné de Lou et Eddie, organise une opération de recherche dans la forêt. Mais comme à son habitude, la police locale est inefficace. Face à l'incompétence de la police, d'autres volontaires viennent se joindre à la recherche, dont Tahiti Bob et les autres prisonniers. Cependant, malgré tous les efforts, personne ne parvient à retrouver Bart. Les jours passent, les recherches s'essoufflent et un sentiment de deuil s'installe. Les informations télévisées finissent par annoncer que Bart est très probablement décédé. Milhouse, qui connaît pourtant la vérité, hésite à révéler ce qu'il sait. Il est tiraillé entre l'envie d'être honnête et le bénéfice émotionnel qu'il tire de la situation. Lisa, dans son chagrin, le prend souvent dans ses bras pour le consoler. Milhouse choisit alors de se taire, profitant de ces moments d'affection qui ne lui étaient pas accessibles auparavant. De son côté, Bob est bouleversé. Bien qu'il ait longtemps été l'ennemi de Bart, l'idée de sa mort le trouble profondément. Il fait partie de ceux qui s'étaient attachés à l'enfant d'une manière tordue ou nostalgique. Le psychologue de la prison essaie de le raisonner, mais Bob ne peut se libérer de cette obsession. Dans le bunker, Bart continue à chercher désespérément une solution. Il finit par découvrir un vieux téléphone. Il compose le numéro de la maison des Simpson. Marge décroche. Lorsqu'elle entend la voix de Bart, elle est saisie d'un choc émotionnel intense. Mais il insiste sur le fait qu'il est en vie, prisonnier, et qu'il a besoin d'aide immédiatement. Milhouse comprend qu'il ne peut plus cacher la vérité. Après avoir reçu une dernière étreinte réconfortante de Lisa, il quitte précipitamment la maison. Mais à peine a-t-il franchi la porte qu'il est intercepté par Bob, qui l'attendait dehors, animé d'une nouvelle énergie. Bob veut retrouver Bart, coûte que coûte. Il exige que Milhouse le conduise à la trappe. Pris de panique, Milhouse obéit. Arrivé à la trappe, Bob pousse Milhouse avec force à l'intérieur, le précipitant dans le vide et saute ensuite lui-même sans hésitation. Les deux atterrissent dans le bunker, sous les yeux stupéfaits de Bart. La réunion est étrange et tendue. Bob n'est pas venu uniquement pour sauver Bart. Il est rongé par ses anciennes obsessions. Dans un accès de folie, il neutralise les deux enfants et les attache tous les deux à un missile géant présent dans la salle principale du bunker. Il s'agit d'un vieux missile, laissé là, prêt à être lancé. Bob, les yeux brillants, décide d'utiliser cette arme pour se débarrasser de ses ennemis une bonne fois pour toutes. L'alarme retentit dans l'installation, les voyants passent au rouge, une voix synthétique compte à rebours. Milhouse et Bart, attachés au missile, hurlent à l'aide. Bob, dans un moment de lucidité, hésite. Il appelle le psychologue de la prison, blessé, qu'il avait suivi malgré sa condition. Il lui parle doucement, l'implore de revenir à la raison. Il lui rappelle qu'il n'est pas mauvais, qu'il peut encore changer, qu'il peut choisir une autre voie. Touché, Bob finit par céder. Il annule le lancement du missile à la dernière seconde et libère les deux enfants. Bob, désormais calmé, accepte de retourner en prison. Dans la scène suivante, on le voit assis sur une chaise lors d'une séance de thérapie en prison. Il parle avec sincérité, déclarant qu'il veut vraiment changer. Il explique qu'il souhaite faire le bien et qu'un jour, quand ses multiples peines de prison seront purgées, il vivra une vie honnête. Des années plus tard, une courte scène finale montre un Bob plus vieux, vivant dans un phare isolé en bord de mer. Un facteur arrive pour lui livrer le courrier, tandis que Bob, paisible, contemple l'océan depuis la balustrade du phare. Le jugement dernier. L'épisode commence quand Bart et Lisa jouent
dans le jardin des Simpsons. Leur mère Marge les appelle depuis la maison, les attirant avec la promesse d'une glace. En réalité, elle prépare une visite chez le coiffeur. Les enfants, réalisant la supercherie, paniquent. Dans la cuisine, Bart essaie de convaincre leur mère qu'un nouveau salon de coiffure pour enfants a ouvert au centre commercial et qu'il préférerait y aller. Marge refuse dans un premier temps, préférant utiliser les patrons qu'elle a fabriqués en carton, représentant les coiffures types de ses enfants. Mais quand Homer entend parler du centre commercial, il saute sur l'occasion en évoquant les donuts fraîchement cuits. Enthousiastes, Bart et Lisa acceptent et sortent par la fenêtre avec Homer, laissant Marge seule, qui décide de se coiffer elle-même avec son propre patron. Au centre commercial, la famille arrive devant le salon de coiffure pour enfants, Club Coupe-Tif. À l'intérieur, les enfants prennent place sur des sièges fantaisistes. Bart joue au Game Boy pendant qu'un coiffeur tente de lui faire une raie selon les indications que Bart donne inconsciemment en jouant. Le résultat est désastreux. Bart se retrouve presque chauve. Lisa rit de lui, mais Bart réplique en lui coupant une mèche de cheveux. S'ensuit une bataille entre eux, chacun armé d'une tondeuse, sous les regards blasés des coiffeurs. En sortant du salon, Bart et Lisa, mécontents de leur nouvelle coiffure, se battent encore et se lamentent devant leur reflet. Leur mésaventure se poursuit lorsqu'ils aperçoivent leurs camarades de classe participant à un projet photo au centre commercial. Bart et Lisa tentent d'éviter d'être vus avec leur tête ratée. Ils marchent à reculons, se cognent contre des carillons et s'enfuient en voyant leurs amis les remarquer. Les enfants poursuivent Bart et Lisa, qui trouvent refuge dans un local à poubelle où se trouve Homer, en train de manger des donuts trouvés dans une benne. Quand Nelson et les autres approchent, Lisa propose de se cacher dans le cinéma. Ils profitent de la sortie de quelques spectateurs par une porte de secours pour entrer. Dans le cinéma, Homer, Bart et Lisa regardent un film nommé Les Sous-Vivants, une production apocalyptique. Le film commence par une critique de la société permissive. Un homme d'affaires, Monsieur Thompson, refuse d'aller à la messe avec sa femme, préférant jouer au golf. Il ridiculise la religion. Homer s'identifie fortement au personnage, mais peu après, le monde entre dans l'extase. Les justes sont emportés au paradis, laissant les autres sur terre. Monsieur Thompson se rend compte avec effroi qu'il fait partie des sous-vivants. Le monde sombre dans le chaos. Inondations, désespoir religieux, souffrance. Homer, terrifié, est profondément marqué par le film. La nuit suivante, Homer, perturbé, n'arrive pas à dormir. Il demande à Marge si l'extase est possible. Marge le rassure, affirmant que Dieu enverrait des signes s'il préparait la fin du monde. Mais le lendemain, de nouveaux événements troublants l'angoissent davantage. Alors qu'il conduit, un homme déguisé en diable tente de l'effrayer. Homer panique, croyant à une manifestation démoniaque. Plus tard, des gouttes rouges tombent sur sa voiture. Homer croit qu'il s'agit de pluie de sang. En réalité, un hélicoptère transporte une baleine blessée dont le sang tombe. Homer, voyant cela, est convaincu. Le jugement dernier approche. Pris de panique, il se rend dans une librairie chrétienne et achète tous les livres disponibles sur l'extase. Il commence à les lire chez lui, au grand étonnement de Marge, qui le voit ignorer son deuxième dîner. Homer se plonge dans des calculs pseudo-scientifiques pour déterminer la date exacte de l'extase, en combinant le nombre de versets du livre des Révélations, le nombre de convives à la scène et d'autres éléments absurdes. Il conclut que la fin du monde aura lieu précisément le 18 mai à 15h15. Armé de sa conviction, Homer sort dans la rue avec des pancartes annonçant la fin du monde. Il attire l'attention des médias, notamment du journaliste Ken Brockman. Ken se moque gentiment de lui, mais l'interview est diffusée. De retour chez lui, Homer est accueilli par l'ironie bienveillante de Marge, Lisa et Bart. Lisa tente de le ramener à la raison, mentionnant le réchauffement climatique comme une véritable menace future, mais pas l'extase immédiate. Soudain, une émission spéciale de Krusty le Clown est diffusée en direct du stade de Springfield. Un dirigeable rempli de célébrités est percuté par les avions des Anges Bleus et s'écrase en flammes dans le stade. Plusieurs célébrités chutent et Marge, stupéfaite, remarque que les étoiles tombent sur la Terre, exactement comme Homer l'avait prédit. L'événement provoque une panique générale. La nouvelle conviction d'Homer gagne en crédibilité. Plusieurs Springfieldiens se réunissent devant sa maison, effrayés, cherchant des réponses. Homer leur explique que l'extase se produira depuis un plateau rocheux situé au nord de Springfield. Il prétend avoir eu une vision. Le jour du jugement arrive. Le 18 mai, les habitants de Springfield partent en bus scolaire vers le plateau, accompagnés d'Homer et de sa famille. Homer demande à chacun de se choisir un copain d'extase pour l'éternité. Lisa exprime son scepticisme, rappelant que tous les prophètes autoproclamés ont échoué dans l'histoire. Homer reste sûr de lui. Sur place, tout le monde se prépare au moment fatidique. Le compte à rebours commence. Homer, sûr de son calcul, regarde sa montre et lâche son ballon de baudruche. Rien ne se passe. Il continue d'espérer, affirmant que sa montre avance peut-être. Le temps passe. Les gens s'épuisent. Il pleut. Les ballons se dégonflent. Nelson rit et conclut que la vie continue. Les gens s'en vont, laissant Homer seul. Homer, déprimé, erre dans Springfield. Il passe devant le donjon de l'androïde, où le vendeur se moque de lui. Jimbo, Dolph et Kearney l'agressent physiquement, le raillant pour sa prédiction ratée. Homer,
abattu, se rend chez Mo, mais découvre que le bar a été transformé en restaurant de sushi. Mo lui explique qu'il a tout vendu pour une bonne cause après avoir cru en sa prédiction. À l'intérieur, les clients se moquent de lui. Des sushis lui sont lancés au visage. Homer, triste mais affamé, les attrape en pleurant. Il finit par taper des mains pour que les gens continuent de lui en jeter. Il apostrophe un client pour l'inciter à participer. De retour chez lui, Homer, abattu, jette ses livres d'extase. En regardant une reproduction de La Scène, il réalise qu'il a oublié de compter Jésus parmi les participants. Cela change tout. Il refait ses calculs, corrige son erreur et une nouvelle date émerge. Homer bondit, réveillant toute la maison en pleine nuit. Il annonce que la fin du monde est dans une demi-heure. Il exige qu'on prépare à manger, demande à Marge de faire des sandwichs nature et appelle tout le monde à partir. Sa famille refuse. Marge, fatiguée, l'envoie se recoucher. Homer, furieux d'être seul, prend sa voiture et part pour le plateau de Springfield. Il râle contre sa famille qui ne l'a pas suivi. Arrivé seul au sommet, il entame un nouveau décompte. 3, 2, 1. Rien ne se passe. Il se croit à nouveau ridicule. Puis, soudain, il s'envole dans le ciel, nu, passant à côté de Saturne. Il réalise qu'il avait raison. Il arrive au paradis. Homer, désormais dans le paradis céleste, arrive tout nu à une sorte de guichet d'accueil flottant dans les nuages. Il sonne une cloche. Un ange nommé André arrive pour l'accueillir. Homer est détendu, même dans sa nudité. Mais l'ange insiste pour qu'il porte des vêtements. André fait visiter les lieux à Homer en le faisant voler sur un petit nuage. Il lui montre les différentes attractions célestes. La visite continue et le duo arrive devant la chambre céleste de Homer, qui repose sur un nuage stable. Alors qu'André s'apprête à partir, Homer l'interpelle. Il souhaite avoir des nouvelles de sa famille. André sort une télécommande et une télévision à écran plat sort du nuage. André zappe pour trouver la chaîne terrestre, la chaîne 23. La scène qui apparaît sur l'écran est apocalyptique. On voit la maison des Simpson au milieu d'un décor de lave en fusion. Homer, choqué, comprend que sa famille est en train de subir les pires tourments de l'apocalypse. Terrifié et révolté, Homer décide de sauver les siens. Il se rend immédiatement au bureau de Dieu, un lieu majestueux auquel on accède par un long escalator céleste. Dieu accueille Homer, qui explique qu'il ne peut pas pleinement profiter du paradis en sachant que sa famille souffre sur Terre. Il demande que Dieu épargne sa famille. Dieu refuse d'abord. Homer, indigné, se fâche et lance qu'en agissant ainsi, Dieu vient de se faire un ennemi. Sortant du bureau, Homer entre dans une rage folle. Il commence à saccager le paradis. Il s'enfuit alors que 2 anges policiers arrivent en quad pour le neutraliser. Le paradis est maintenant sans dessus-dessous. Les anges s'activent pour réparer les dégâts. Homer, penaud, est assis devant Dieu qui tape du pied, mécontent. Homer s'excuse, mais insiste sur le fait que le paradis n'a aucun sens sans sa famille. Dieu demande ce qu'il veut exactement. Homer formule sa demande, qu'il soit renvoyé sur Terre et que l'apocalypse soit repoussé de quelques années. Soudain, Homer se réveille allongé sur le plateau de Springfield. Il se redresse, paniqué, en se demandant si tout cela n'était qu'un rêve. Il remarque cependant qu'il a des ailes blanches. Pensant qu'il est encore au paradis, il panique. Il se rend vite compte qu'une mouette était simplement coincée dans son dos. Il la libère. Marge, Lisa, Bart et Maggie arrivent, soulagés de le retrouver. Lisa déclare qu'ils étaient très inquiets pour lui. Marge affirme que le retour a été long, et ils s'enlacent tous. Et si vous voulez voir un autre épisode, vous pouvez cliquer juste ici.